Nicole Berthold nous emmène dans un magnifique voyage à la découverte de jardins suisses très particuliers. Je vois que ça travaille dur. Nous jetterons un œil derrière les haies et par-dessus les clôtures. Nous découvrirons d'incroyables jardins et nous ferons connaissance de ceux qui en prennent soin. Mon jardin me rend heureux, tout simplement. C'est comme ça. Nous les accompagnerons dans la réalisation d'un projet et apprendrons comment ils vivent leur rêve de jardin. C'est mieux comme ça. Tu marques un point. Et nous nous laisserons inspirer par les nombreuses idées d'Alfred, notre jardinier fleuriste. Mon expédition à la découverte des jardins me conduit aujourd'hui dans un hameau appelé Agasoul, situé dans l'Oberland zurichois. Derrière ce vieux corps de ferme se dissimule un paradis aux multiples facettes. Nous allons visiter aujourd'hui le jardin sauvage de Dani Pelagati et Sander Kunz. Mais à quel point est-il vraiment sauvage? C'est ce que nous allons découvrir. La végétation est haute et dense partout. Sur les 3 chemins de gravier, j'arrive malgré tout à me frayer une voie sans difficulté. Trouver mes hôtes au milieu de toutes ces plantes à hauteur d'homme n'est pas facile. Guten Morgen miteinander. Guten Morgen. Guten Morgen. Hoi Nicole. On dirait que vous cherchez quelque chose. Oui, un morosphinx, une espèce de chenille sur le caillet jaune. Et vous en avez trouvé un? On en a un ici. Je dois dire que vous avez un jardin vraiment sauvage. Complètement. On peut encore le qualifier de jardin ou c'est la nature à l'état sauvage? C'est ça qui est intéressant, ce jeu entre les 2 univers. C'est un jardin naturel avec une incroyable diversité de plantes. À partir de 1000 espèces, Dani dit avoir arrêté de compter. Cette diversité a été rendue possible par l'exploitation de la moindre surface libre par nos 2 jardiniers. Et tous ces espaces de vie accueillent aussi d'innombrables espèces d'insectes. Comment obtient-on un jardin aussi naturel? En aimant la diversité et la vie. Mais on ne peut pas juste tout laisser pousser et arrêter de désherber. C'est une possibilité, Il faut plus que ça. C'est clair. surtout avec autant de plantes différentes. En fait, on intervient beaucoup. L'art ultime, c'est justement d'intervenir sans que ça se voie. On fait un désherbage sélectif. Je regarde quelles espèces ont tendance à prendre trop de place et lesquelles doivent être aidées. Je suis constamment en train d'arracher quelque chose à un endroit, de retirer autre chose là, de libérer de l'espace ailleurs. Ça marche comme ça. Dans quelle zone du jardin sommes-nous ici? Dans la tienne, Dani? Ou dans celle de Sander? C'est plutôt la mienne. Mais tu n'as rien contre, je crois. Non. Sinon, ça aurait une autre apparence. Toi, tu t'es habitué à cet univers? Oui, je me suis habitué. À l'origine, mon univers, c'était plutôt les plantes d'intérieur et de balcon. Mais j'ai toujours adoré la nature et ce type de jardin est extrêmement gratifiant. Vous êtes 2 autodidactes. Le jardin n'est pas votre domaine à la base, c'est juste? Pas du tout. On vient d'horizons très différents. Vous avez beaucoup lu et partagé des informations? Apprendre seul et expérimenter. Et se montrer curieux, c'est ça. Je suis moi aussi très curieuse et j'aimerais bien découvrir le reste du jardin. On peut volontiers satisfaire ta curiosité. Tu me fais visiter? Bien sûr, avec plaisir. Alors je vous laisse et je me remets à la chasse aux chenilles. À plus tard. Les chemins sont étroits, mais en général, on arrive à passer. Il faut bien les repérer. Après la pluie cette nuit, les chemins ont encore rétréci. Mais on peut se frayer un passage. Dis-moi, combien de ces plantes connais-tu?
Je dis généralement que je connais le nom de toutes les plantes qui poussent dans mon jardin. Et je pense qu'hormis pour quelques herbacées, c'est vrai. Ici, c'est une zone rudérale. Ce sont des espaces bruts, en jachère, comme on trouvait avant dans les villages, dans les villes ou sur les terres non cultivées. Ce sont surtout des plantes éphémères, en général biannuelles. Et ça veut dire que ce sont des zones qu'il faut régulièrement travailler et biner pour que les espèces qui y poussent puissent germer à nouveau. Sinon, elles disparaîtraient. Les nombreuses onagres attirent mon regard. L'onagre est une plante particulière. C'est une néophyte. Elle est arrivée ici suite à la découverte de l'Amérique, puis elle a été cultivée et s'est développée à l'état sauvage. Sa particularité, c'est que ses fleurs s'ouvrent brusquement à l'arrivée de la nuit. On voit littéralement leurs grosses fleurs jaunes se déployer et on les sent diffuser leur parfum. En une dizaine de minutes, les fleurs d'onagre ouvrent leur corolle. Et elles attirent à elles tous les papillons de nuit. C'est un beau spectacle. Comment tu t'y retrouves dans toute cette diversité? J'observe le jardin constamment et je m'assure que certaines espèces ne prennent pas le dessus. Je surveille en permanence le développement de chaque plante. Ce qui veut dire que tu exerces un contrôle. Absolument. Sinon, il n'y aurait plus de diversité. Il y a certaines zones du jardin que je contrôle moins, volontairement. C'est intéressant de voir jusqu'où ça peut aller si je n'interviens pas. Dans cette partie, par exemple, j'ai attendu trop longtemps et ça n'a pas fonctionné. Le nombre d'espèces a diminué. On a maintenant une concurrence entre espèces dominantes. Les ronces bleues ont pris le dessus et la coronie prolifère. Il faudrait défricher un peu, nettoyer ça, puis y aller avec la pioche pour libérer de la surface. Il faut faire table rase. Radical. Voilà les outils. Super, merci. Merci à toi. Ça ne te fait pas mal? Si, bien sûr, un peu, mais je sais qu'après, d'autres choses vont repousser. Donc ça vaut la peine de faire le sacrifice. Là, on peut vraiment y aller franchement. Travailler à la serpe a deux avantages, m'explique Dani. On peut cibler les différents types de plantes plus facilement et on épargne les insectes. On a fait un trou sacrément grand. On fait quoi maintenant? Maintenant, on prend la pioche pour avoir une zone totalement libre, pour que de nouvelles plantes puissent pousser. Et après, donc, tu sèmes. En partie, mais je me laisse aussi surprendre par ce qui poussera tout seul. Il y a une grosse réserve de graines dans le sol. Et sinon, oui, je sème un peu, ou alors je mets de jeunes plants. Et tu plantes quoi? Des plantes locales? Principalement. C'est la question dans un jardin naturel. Faut-il seulement des plantes du coin? Je suis un peu plus tolérant. Je me dis qu'un jardin naturel n'est pas non plus une réserve protégée, mais une surface cultivée un peu artificielle. Et un jardin, ça vit aussi toujours en partie des espèces exotiques. Des plantes d'ailleurs qu'on y introduit. Elles ont aussi leur place dans un jardin naturel. Par exemple, là-bas, on a une Cephalaria gigantea du Caucase, parente avec la Scabiosa. On ne la trouve pas naturellement chez nous, mais nos insectes adorent visiter ces fleurs quand ils viennent butiner. Quand j'introduis une plante qui n'est pas de la région, je fais attention à ce qu'elle apporte une valeur ajoutée en termes de biodiversité. C'est beaucoup de travail. Il y a toujours quelque chose à faire. Je m'imaginais ça plus simple. Les doigts de pied en éventail? C'est ça, mais ce n'est pas le cas. Au contraire, il y a toujours à faire. Tous les deux ont appris seuls, au fil du temps, à prendre soin d'un jardin. Dani est illustrateur scientifique, Sander est médiateur culturel indépendant. Au jardin, ils se complètent parfaitement. Dani a le sens du détail. Il sait où est chaque plante et ce dont elle a besoin. Je suis moins doué pour ça, donc je me mets en retrait sur le sujet et on ne se gêne pas l'un l'autre.
En fait, je suis sa main droite et sa main gauche quand il y a besoin ou quand il faut faucher. Danny me fait la liste des choses à faire et j'aide volontiers. C'est le tout premier jardin de Sander. Mais il a toujours aimé s'entourer des plantes, en pot, dans son appartement ou sur son balcon. Cela remonte à son enfance. Quand j'étais petit, j'ai reçu un géranium parfumé à la menthe. Et je pense que ça a été l'élément déclencheur. Le fait qu'un géranium ne soit pas juste rouge et gentiment posé devant la fenêtre, mais qu'il puisse être autre chose. Et à chaque fois qu'on passe devant, non seulement ses feuilles sentent bon si on les effleure, mais elles sont aussi extrêmement douces et veloutées. Aujourd'hui encore, les géraniums ont leur place chez Sander et Danny. Leur jardin est certes sauvage, mais autour de la maison, ils ont tout un espace dédié aux plantes en pot. Les plantes en pot sont indissociables d'un vieux corps de ferme. Il y avait des jardinières de géranium ou bien cet échinopsis hybride, etc. Nous avons bien sûr conservé cela. À partir du moment où on habite ce type de bâtisse traditionnelle, ce sont des choses qui font partie du décor. Mais je ne voulais pas de géranium rouge classique. Donc j'en ai recherché des particuliers. Des géraniums odorants ou avec des fleurs ou des feuilles spéciales. Je revisite un peu l'image classique. Et j'ai d'autres plantes en pot. Pour les cactus et les succulentes, je ne peux pas me laisser aller à mes envies de collectionneur. Parce qu'il faut l'espace pour les hiverner. Chez vous, ça rampe et ça vole partout. C'est vrai. Et ce n'est pas étonnant. Danny fait tout pour que les insectes se sentent bien ici. C'est un hôtel à insectes? C'est comme ça qu'on l'appelle, mais en réalité, le terme n'est pas juste. Dans un hôtel, on ne fait que passer la nuit. On ne reste pas longtemps. Or, c'est bien plus que ça. C'est une maternité. Il y a des abeilles sauvages et différents types de guêpes. Généralement, les abeilles sauvages ne bâtissent pas d'essaims ou de royaumes. Chaque femelle construit son propre nid. Ici, elles ont un endroit où s'installer et où élever leurs petits. Il y a plein de méthodes différentes. Certaines ont besoin de bois creux. Dans la nature, ce seraient des galeries de larves d'insectes. On peut le reproduire en perçant dans du bois. D'autres font leur nid dans des parois sablonneuses. Dans la nature, on en trouve sur les rebords de cours d'eau. Ça forme des falaises quand l'eau est haute. Et puis il y a aussi les sols nus. C'est là qu'on trouve notamment l'hirondelle de rivage, le martin pêcheur et bien d'autres. Et justement, toutes sortes d'insectes. C'est ce que j'ai tenté de reproduire ici en remplissant d'anciennes jardinières de sable argileux. Ici, par exemple, on voit comme des sortes de tuyaux qui pendent. C'est quoi? Les entrées de nid d'un certain type de guêpe maçonne. Elle creuse l'entrée de son nid dans le matériau et elle façonne les déblais qui ressortent à l'extérieur en forme de tuyaux. Ensuite, elle va à la chasse dans le jardin, elle attrape des larves de charançon, elle les paralyse par une piqûre, puis les ramène ici et les pousse dans le nid. Une fois qu'elle a amassé assez de réserves d'aliments vivants, elle pond un œuf et elle mure le nid. Pour ça, elle se sert des mêmes matériaux que ceux du tuyau qu'elle a formé auparavant. À la fin, on ne voit plus rien, on ne voit plus qu'il y a un nid derrière. Jusqu'à la naissance des petits. Ils creusent pour sortir du nid l'année suivante. Tu sais combien d'espèces d'abeilles vivent ici? Qui font leur nid ici? Je ne sais pas vraiment, mais dans tout le jardin, j'en ai une 60aine. Beaucoup ne font pas seulement leur nid dans ce genre de structure. Il y a aussi du bois mort, comme ici. C'est là que se nichent les abeilles charpentières, les plus grosses abeilles sauvages qu'on ait. Elles creusent de longues galeries avec leurs mandibules. On entend bien le bruit et ça fait tomber plein de sciures de bois. Cette espèce et d'autres encore ont besoin de bois mort pour leur nid. Et presque les 3/4 de nos espèces sauvages nichent dans le sol. Elles creusent leurs galeries dans la terre. La plupart préfèrent les espaces de végétation clairsemés. C'est pour ça qu'on a parsemé cette zone de sable.
avec un sable fin, légèrement argileux. Elles peuvent facilement creuser leur nid. Et si je n'ai pas beaucoup de place chez moi? Le plus simple, c'est de prendre une tige de plante à moelle. Par exemple, une baguette de mûrier. Dans l'idéal, déjà sèche, sinon il faut la faire sécher. On en a une ici, de l'an dernier. On découpe une extrémité pour aménager un accès facile à la moelle et on la plante dans le sol, dans un pot de fleurs, ou on la fixe à une clôture. Et personne ne se fait piquer? Non, c'est très important. Les abeilles sauvages sont très paisibles. Elles ne piquent que si on les embête, si on veut les toucher. Sinon, on peut rester ici assis des heures à les observer. Je n'ai encore jamais été piqué. Danny tient à ce qu'un maximum d'insectes viennent s'installer. C'est pourquoi il agrandit un des petits coins. On a un pierrier, comme on pouvait en voir avant. Aujourd'hui, ils disparaissent pour des raisons économiques. Ils gênent. Nous, au contraire, on veut l'agrandir. Il y a déjà pas mal d'animaux qui l'utilisent. Mais j'ai envie d'avoir une structure plus grosse, qui ne se fasse pas recouvrir trop vite par la végétation. On veut faire ça à l'automne. Je fais ça en automne parce que j'ai le temps de m'y consacrer. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire au jardin. Mon tas de pierres est bien visible. J'ai enlevé ce qui poussait dessus. Je ne veux pas faire ça en été, parce qu'il est plein de vie et d'activité. Là, en automne, tout le monde est parti se cacher. Je dois retourner chercher des pierres en bordure de forêt. Mon voisin est paysan. Il entasse ici les pierres qu'il retire de ses champs pour faire un pierrier, justement. Il m'a dit qu'il en avait énormément, que je pouvais me servir. Ce ne sera pas un souci pour son pierrier et les animaux qui y vivent si je récupère quelques pierres pour le nôtre. Danny veille à aménager suffisamment d'espace vide. Pour ça, l'idéal est d'utiliser de grosses pierres. Le pierrier sert de maison à beaucoup de petits animaux. Les crapauds, par exemple, y passent la journée avant de sortir le soir. Les lézards s'y installent au soleil et hivernent durant l'hiver. Il y a des araignées, des scarabées et plein d'autres petits animaux qui s'activent ici. Quant à Sander, sa spécialité est la symbolique et l'histoire culturelle des plantes qui poussent ici. Il me fait découvrir son jardin de son point de vue. On ne voit plus très souvent ces fleurs sauvages. Non, c'est une combinaison de plantes qui a malheureusement disparu, notamment dans les champs, avec tous les pesticides. Par exemple, cette magnifique nielle des blés que tu vois ici en fleurs. Ces graines sont toxiques. On n'en voulait pas parce qu'au moment de moudre le blé, on aurait empoisonné la farine. Il y a une histoire amusante à ce sujet. Ça t'est déjà arrivé de mettre un râteau? Oui, et d'en prendre un aussi. En allemand, on dit « donner une corbeille ». Et beaucoup de ces plantes ont un lien avec cette expression. Autrefois, il y avait des tâches spécifiques à l'hiver. Les jeunes femmes étaient à la maison, elles filaient, tissaient, etc. Les jeunes hommes venaient les voir et certains étaient peut-être parfois trop insistants, ou alors ils n'avaient pas assez de biens à apporter dans le cadre d'un mariage potentiel. Alors, pour être clair, pour lui mettre un râteau, donc lui donner sa corbeille, la jeune femme cueillait des plantes, toxiques comme la nielle des blés, ou qui émoussent la lame de la faux comme le bleuet. Elle en faisait un bouquet, le mettait dans une corbeille, elle le déposait sur le rebord de la fenêtre à l'intention du jeune homme, ou le lui faisait porter. Elle lui mettait un râteau, donc.
Et aujourd'hui, on le fait par SMS. Tu connais visiblement beaucoup d'anecdotes sur la symbolique ou sur la signification de toutes ces plantes. Oui, je trouve ça super intéressant. Et en parlant de jeunes femmes, la Carder lacinier contient un petit réservoir d'eau. Tout à fait. Autrefois, on s'en servait de produits de beauté. On mettait les doigts dedans et on se l'appliquait sur le visage. Est-ce que je dois le faire? Je t'en prie. J'en prendrai des louches chaque matin. Nous allons aussi parler de beauté avec Alfred von A. Il embellit sa porte d'entrée avec des fleurs, bien sûr. Aujourd'hui, je vais faire une frise pour mettre au-dessus de ma porte. Je vais la placer ici. Le mieux, c'est de la fixer sur une latte. Je commence de ce côté-ci. Tout d'abord, je marque le centre. Je fixe mon fil de fer à un bout pour pouvoir y attacher mes fleurs. J'ai choisi des plantes qui sèchent facilement. Ici, par exemple, j'ai un chardon. Là, des fruits de millepertuis. L'aquilée fait aussi une magnifique fleur séchée. Je commence avec des feuilles de chêne vert. Je coupe tout à environ 10 cm de longueur. Pour qu'on ne voit plus la latte au bout, je fais dépasser les feuilles d'à peu près 3 cm. Ce qui est important, c'est de toujours bien tirer le fil de fer, parce que les tiges sont plus fines en perdant de l'eau quand elles sèchent. Bien, je suis arrivé au milieu, donc je passe à l'autre côté. Je tire tout simplement mon fil de fer jusqu'au bout et je peux recommencer. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises au milieu, je dois veiller à garder la même largeur dans l'organisation de mes fleurs. Pour finir, je fixe bien mon fil de fer à l'arrière. Le mieux, c'est de garder un morceau de fil de fer un peu long et de le faire passer ici, en dessous. Et la touche finale, un beau nœud au centre. Dans son jardin d'Agassoul, Sander me montre à quoi ressemble l'endroit où poussaient les légumes avant. Il y cultivait des légumes avant d'y renoncer. Donc ici, c'est l'ancien potager. Oui, on voit d'ailleurs encore la forme carrée traditionnelle de ce genre d'espace. Mais on n'a plus vraiment de légumes. La seule trace qui reste, c'est cette taille ornementale. Tes légumes te manquent? Oui, un peu. J'adore cuisiner et c'est génial de pouvoir descendre au jardin, choisir dans ce qui y pousse. Mais j'aime aussi beaucoup toutes les plantes symboliques qu'on a ici maintenant. Par exemple? Là devant, on a une pivoine.
Elle a fini sa floraison et je les coupe en général. On les laisse grossir pour qu'elles produisent des graines. Pour un ancien jardin marial, un jardin du paradis où vivait Marie, les pivoines sont parfaites. Autrefois, on les cueillait et on les accrochait à une petite chaîne qu'on portait en amulette autour du cou, ou qu'on mettait sous l'oreiller quand les enfants avaient mal aux dents ou un autre bobo. Tout le jardin est plein d'anecdotes de ce genre. Sander sait comment captiver son auditoire quand il parle des plantes. Nous arrivons au bout de notre jardin. Un bout qui n'est pas clairement défini. Non, on en joue un peu. On aime cette impression d'un jardin qui se poursuit à l'infini. C'est comme une illusion d'optique. On a volontairement renoncé à mettre une clôture pour que le jardin et la nature avoisinante s'entremêlent de façon fluide, comme un tout. Nous sommes arrivés au bout et en même temps au début. Car il reste une chose à raconter, c'est la façon dont ils ont obtenu ce jardin. Je le connais depuis l'école. Mon professeur principal vivait ici et il avait un magnifique jardin naturel. Je venais faire de véritables safaris dans son jardin. J'adorais ça. Je me disais, c'est un rêve, j'aimerais avoir un jardin comme ça un jour. Au fil des années, on est devenus amis et je venais souvent ici. Et puis un jour, naturellement, on en est venu à reprendre le jardin. Et vous êtes toujours amis aujourd'hui? Oui, il passe même régulièrement nous voir. Il aime beaucoup. Il boit quelque chose, il fait le tour du jardin. Et il est heureux de voir toute cette diversité végétale perdurer. Nous nous frayons un chemin parmi la végétation pour aller nous asseoir devant la maison. Vous êtes ici depuis 5 ans. 5 ans seulement. Quand on regarde le jardin, ce que vous avez accompli est gigantesque. Oui, il s'est passé beaucoup de choses. Ce qui est beau, c'est qu'on ne le remarque pas. C'est comme un enfant qui grandit. Si on n'a pas de recul, on ne le voit pas se développer. Vous faites aussi des visites guidées? Tout à fait. On se partage les sujets. Danny parle de biodiversité, d'aménagement et de planification du jardin. Je traite plus des aspects culturels, historiques, philosophiques parfois, sur ce que peut signifier un jardin ou ce qu'on veut obtenir à travers un jardin. Que souhaitez-vous transmettre à ceux qui viennent visiter votre jardin? J'ai envie d'éveiller leur curiosité et qu'ils apprennent à observer, à regarder. Ça permet d'apprendre beaucoup de choses de la nature, des choses à mettre en pratique dans son propre jardin et même dans sa vie. Tout est là, il suffit de savoir regarder. Grâce à cette visite, nous avons eu la possibilité de le voir. Je repars avec beaucoup d'enseignements de toutes sortes, notamment une prise de conscience des cycles et le fait qu'il est important dans un jardin de laisser aussi à la nature l'espace qu'il lui faut pour s'épanouir. Merci infiniment pour cette visite de votre jardin sauvage. Avec plaisir. Merci d'être venu.